Donc il était connecté à longueur de journée sur Lanzon, et notamment du côté du RSS, parce que son grand désir, c'était quand même, on était en pleine guerre froide, que la guerre thermonucléaire éclate enfin. Donc il faut l'imaginer avec son casque, écouter la BBC russe pour savoir quand est-ce que la guerre est déclarée. Moi je suis désolé, quand j'entends ça, je pense à Fante, à Bukowski, enfin on n'est plus dans du cas psychiatrique, on est dans quelqu'un qui arrive à vous remettre en scène, c'était même pas 3 pages, hein, là ce qu'on a vu, en quelques paragraphes, une situation. Et en même temps, le livre tient sur un fil. C'est-à-dire, c'est pas une série de scénettes. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne perd pas de vue l'enjeu de ce texte. C'est pas gratuit, c'est pas je me raconte. Pour la petite histoire, et en fait, ça donnait lieu à la préface, enfin à l'introduction du livre. Il y avait un tel travail de libération de la langue, une telle réjouissance que je me disais, c'est trop con. On a un lieu qui s'appelle le Centre national du livre, qui donne régulièrement des subventions pour la publication d'œuvres poétiques. Ça, en travail de rafraîchissement de la langue française, de puissance de création, ça vaut pas mal de sonner. Et donc j'y suis allé au culot. J'ai fait un dossier en disant, voilà, je voudrais que la commission poésie ait de ce texte. Donc ils ont l'habitude de voir arriver des recueils qui font 200 vers. Là, il y avait quand même un bon gros roman quand même. Ils disent, non mais attendez, c'est pas... J'ai dit, si. Et ils ont eu l'élégance de dire, bah, convainquez-nous, dites-nous pourquoi il faut qu'on aille. On est rentré dans un échange, et c'est peut-être pour ça que j'évoquais Ponche tout à l'heure, où je suis revenu à Francis Ponche, parce qu'il y a un côté très amusant dans ce texte, c'est que finalement, il n'y a pas de suspense, hein. Dès le titre, on sait ce qui va se passer, elle va mourir, et il vous traite ça un peu comme un DJ, il repasse le morceau sans arrêt, il le sample, comme s'il voulait arriver à dire quelque chose. Et ça m'a fait penser à ces textes de Ponche, comment une file de parole et pourquoi, enfin, voilà, il y a toute une série de textes où il revient sans arrêt sur son sujet pour arriver à ce qu'il appelle la qualité différentielle. Et en fait, c'est ce que cherche Wolfson dans ce texte. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un récit chronologique, il y a un point de départ et une arrivée, on connaît le point d'arrivée, il y a des petites péripéties, mais en gros, c'est toujours hyper en course et maman souffre. Avec d'infimes variations. Et il y a tout d'un coup un moment où, à force de ressasser l'événement, à force de le scander, il va arriver à la qualité différentielle. C'est-à-dire qu'il va arriver à dire ce qu'il voulait dire de cet événement majeur. Et en fait, c'est la toute fin du texte. C'est pour ça que je disais que c'est un tombeau, au sens littéraire du terme, du genre littéraire. C'est que brutalement, alors que tout le roman se passe presque dans le registre du vaudeville, parce que des fois il y a des discussions qui sont hallucinantes avec son beau-père, par exemple, sur la gestion de l'après. La fin, et c'est pour ça que c'est la fin, il sent qu'il est arrivé à ce qu'il voulait, il va dire la vérité de ce qu'a été sa mère. Et là, quand je disais que c'était un texte très important du XXe siècle dans la littérature française, c'est précisément par rapport à ce passage. On l'a coupé parce qu'on ne peut pas tout lire, on l'a coupé juste dans le moment où ça bascule du grotesque, et donc on va retrouver encore des larrons qui, comme le chauffeur de bus, le sentent pas bien et ont envie de le brutaliser, à quelque chose qui, tout d'un coup, il va replacer sa mère dans l'histoire de l'humanité, voire de l'univers. Un des noirs me suivit à mon insu, et comme j'approchais, dans l'escalier roulant du rez-de-chaussée, il cria d'en haut à l'agent de sécurité en uniforme posté en bas près de la sortie. Un autre type, sans uniforme, semblait également traîner là. Impatient s'en va! Comme le gardien s'apprêtait de bloquer mon passage, ça, derrière moi, dans l'escalator, lui dit « Sa mère vient de mourir ». Alors, reculant d'un pas, le zig cria vers le haut « C'est ok. Sa mère vient de mourir, il est sous le choc. » Alors, le nigger s'esclaffa et s'éloigna avec un rire fou. Ça n'entra même pas un seul instant dans ma tête, toujours quelque peu obnubilé de façon théologico-géométrique, de l'injurier de sale nigger, ce qui aurait été justifiable sous les circonstances. Mais je sortis dans la nuit, un petit peu fraîche. Je ne disais rien non plus dans le taxi, plus tard, conduit par une femme,
quand mon beau-père me criait à 2 ou 3 reprises « Maintenant, je suis le patron !» C'était encore et toujours le 18 mai 1977. C'était le 686e anniversaire de l'attaque réussie des Turcs contre Acre, dernière place forte des croisés dans la soi-disant Terre Sainte. C'était le lendemain des élections en Israël, où les socialistes, sous Shimon Peres, furent défaits par la coalition de droite sous Menachem Begin. Nouvelle croisade. C'était le 335e anniversaire de la fondation de la ville de Montréal, où le sort voulait que j'écrivisse ma partie de la première édition de ce livre. 15 ans plus tard, le 18 mai 1992, c'était évidemment le grand 350e anniversaire tant attendu de la dite ville. J'y habitais toujours malgré une interruption de 4-5 ans à Chicago et malgré avoir perdu la quasi-totalité de mes effets personnels. Mais j'avais toujours de l'argent, peut-être même quelques 40 000 $. De toute façon, j'avais l'idée, sans doute sur la base d'expériences antérieures, que si un cheval dans une course donnée était de Montréal, tandis que tous les autres étaient de province, alors le cheval montréalais gagnerait. Donc, je voulais absolument assister à Blue Bonnets, défunt depuis 2009 par ennui économique le soir de la grande célébration historique. Dans chacune des 3 premières courses du soir, il n'y avait qu'un inscrit de Montréal. Mais dans chaque cas, la cote du cheval était d'une hauteur surprenante, et même en hausse, plus ou moins continue, au lieu de rester stable ou baisser un peu, ce qui me rendait de plus en plus méfiant et paralysé. En dépit du comportement des cotes, chacun de ces 3 chevaux gagnait et rapportait environ 80 $ pour 2 $. Puis je me sentais frustrée et déprimée, et je finissais par ne pas parier un seul sou tout ce soir-là tant attendu. C'est ce qui peut arriver quand on essaie d'être trop rusé. C'était le 57e anniversaire de naissance de Karol Wojtyła, futur pape polonais, incapable de comprendre le sens profond d'Apocalypse 21:4. Le revoici. Et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu, la planète elle-même. Et c'était surtout le jour de la paix, je crois. Même s'il y en a un autre, célébré le 1er janvier, peut-être encore d'autres. Et quoi que disent les idiots antinucléaires, l'huissier nouveau style de la pensée, et nous n'avons malheureusement pas du tout suffisamment de grosses bombes, bien au contraire. Des dizaines de milliers de précieux engins atomiques, thermonucléaires ayant été stupidement, idiotement, psychotiquement détruites par des imbéciles. Pour exploser notre maudite planète, la seule paix véritable est celle d'une planète disparue. Et quant à un autre Polonais, celui-ci ayant les initiales LW, s'il a reçu le Nobel de la paix de 1983, vraisemblablement pour avoir donné un peu plus de fil à retordre aux rouges de son propre pays comme à ceux du pays voisin grand frère 1984. C'est infiniment plutôt un Américain avec ses mêmes initiales qui prône, lui, la paix véritable, celle d'une planète disparue, évidemment. Que ce fameux prix de l'inventeur de la dynamite, d'ailleurs tant disputé, devrait être attribué en ce 1984. Orwellien, date de la publication du livre, en version tronquée et très sabotée, par Navarin éditeur, Jacques Lacan et compagnie. Je ne connais évidemment pas combien de millions, de milliards, de nonillions, est-ce même un nombre fini, de planètes se sont donné une vraie euthanasie thermonucléaire cette nuit du 17 au 18 mai 1977. Mais la Terre, hélas, n'était pas encore de leur nombre. On va conclure qu'il aimait sa mère, pour regretter que la Terre n'explose pas en même temps que sa mort. Je vais conclure rapidement pour qu'on puisse basculer sur la surprise et pour pas trop vous fatiguer de mots. Moi, ce que je voulais juste essayer de faire comprendre aujourd'hui, sans dogmatisme ou certitude, c'est vraiment le ressenti de quelqu'un qui a beaucoup relu les textes et qui a eu des échanges de mails absolument étonnants avec cet homme qui maintenant vit à Porto Rico. Parce que pour la petite histoire, à un moment, il a arrêté les courses hippiques
il est passé aux machines à sous et il est devenu millionnaire en jouant dans une machine à sous. Bon, voilà, donc, et là, il est en procès avec 2 banques de Porto Rico qui l'ont... il est paranoïaque, forcément, donc ils l'ont dépouillé sur des placements à haut risque et effectivement, lui ont fait perdre une grosse partie de cette fortune. Je suis convaincu que l'aventure de Louis Wolfson, c'est l'aventure de la littérature. C'est-à-dire qu'en passant de l'anglais au français, il est effectivement passé à presque la même chose, mais qui, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas une déperdition, mais une libération. Et que cette aventure-là, c'est celle qui fait celle que fait tout lecteur quand il lit un livre, et donc finalement plus ou moins tout être humain. C'est-à-dire que presque la même chose, ma conviction, c'est que c'est mieux que la même chose. Voilà. En essayant d'atteindre quelque chose qui grésille par rapport à ce qu'on connaît déjà, on répète une expérience qu'on a tous connue d'une manière ou d'une autre, qui est qu'on a systématiquement besoin de sortir de soi-même. Et que quand on est cantonné dans ses bases, dans la répétition de la même chose, on ne va pas bien. Voilà. C'est pour ça qu'on lit des livres, c'est pour ça qu'on peut être pirate et princesse le lendemain. Louis Wolfson, c'est ça. C'est que par ce roman-là, il a réussi la magie de se réconcilier avec sa mère jusqu'au point de regretter qu'il n'y ait pas de fin du monde. Il a réussi à la comprendre, à la prendre avec lui. Et ce texte qui au départ me faisait beaucoup rire quand je l'ai lu, parce qu'il amène le génie de vous faire rire quand un être souffre, de ramener ça comme un humaniste à la simple condition humaine, donc c'est une vanité. À la fin, vous découvrez que c'était avant tout une déclaration d'amour. Voilà. Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de...